démarrer gentiment. Donc, comme la dernière synthèse en pédiatrie, ici j'ai fait chirurgie et anesthésie, un peu en fonction des différents professeurs. Et on va commencer avec le professeur Bonhomme. Donc pour la partie anesthésie. Heu, donc je vais commencer directement par les différentes techniques, qu'on a vues en cours. Donc la plus «légère» entre guillemets, c'est l'hypnosédation, qui est un état d'hyperconcentration détendue, et qui peut être proposé s'il y a des contre-indications à l'anesthésie générale ou dans des chirurgies ORL. C'est intéressant parce que ça diminue la douleur, les vomissements et il y a une partie qui est thérapeutique plus active et le patient est plus impliqué dans sa prise en charge. Ensuite, on a la sédation, donc c'est comme une anesthésie générale, mais un peu plus légère et il n'y a pas besoin d'assistance respiratoire. C'est ce qui, diffère grandement avec l'anesthésie générale, mais il y a 4 niveaux, de sédation et le niveau 4, c'est égal à l'anesthésie générale. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de réaction à la stimulation. Ensuite, l'anesthésie générale, j'entends qu'il y a des personnes sur le truc d'attente. Non, apparemment c'est bon. OK. L'anesthésie générale, donc elle peut se faire via des médicaments, qui sont donnés en continu, en intraveineux ou par inhalation de gaz. Et la les comment dire? Les drogues qu'on va administrer, elles ont des effets sur 3 systèmes principaux, le système cognitif, moteur et aussi le système de la nociception. Donc on parle d'antinociception puisque pour que ce soit douloureux, il faut qu'il y ait la conscience et ici elle est altérée, donc on parle de nociception. Donc au niveau du point de vue cognitif, on va avoir une diminution de la conscience, de l'amnésie, de l'anxiété et des sens en général. Au niveau moteur, on aura un état de relaxation avec des curares par exemple. Et au niveau de la lentinociception, donc on diminue l'activité du système autonome et on diminue la réaction au stress. Enfin, il reste les anesthésies loco-régionales, donc on a des blocs centraux, comme, au niveau périmédulaire ou la rachianesthésie. Hem, l'analgésie, elle dure plus longtemps et elle est plus vite à faire, dans la rachianesthésie, pardon, que dans la péridurale. Mais par contre, on ne peut pas laisser le cathéter, quand on fait une rachianesthésie. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent des anesthésies séquentielles. Et pour les blocs, périphériques, on va utiliser une échographie, pour être plus précis et les premières fibres, à être, anesthésiées, ce sont les fibres de petit calibre et quand il y a des gaines de myéline, pardon, il faut qu'il y ait 7 nœuds de Ranvier qui soient atteints pour qu'on ait un effet, anesthésiant. Pour la préparation du patient, donc on va faire une consultation pré-anesthésique, on va, évaluer potentiellement le risque cardiovasculaire, donc qui est établi à 1 sur 400 000, donc c'est assez faible comme risque. S'il y a un syndrome d'apnée hypopnée obstructive, pardon, du sommeil, on va l'évaluer avec le score de mal-empathie. Donc c'est quand on regarde la bouche et en fonction de si on voit encore ou pas la luette, on a un score qui va de 1 à 4, je crois, et qui peut, prédire ou pas de comment va se passer l'anesthésie générale. On va évaluer s'il y a une présence d'allergie, d'hémorragie, et si le patient prend des médicaments et on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle une préhabilitation, donc avec de la kiné respiratoire, un effort nutritionnel et un arrêt de tabac qui est bon à prendre, peu importe le délai, auquel il se fait. Tout arrêt est bon à prendre, comme il dit. Ensuite, les risques, ils vont dépendre de l'âge du patient, de ses comorbidités, du type de chirurgie et du délai de la chirurgie. Si c'est en urgence, forcément, il y aura plus de risques qu'une chirurgie, préétablie. Hem Et au niveau de la conscience connectée, donc vraiment le patient va se rappeler de tout ce qui s'est, passé et tout ça. On est au maximum aux alentours de 2 pour 1000. Vous voyez que j'ai mis 2 points après sur le, truc de pourcentage, donc c'est pour 1000. Et la conscience connectée, donc le patient pourrait répondre d'ordre simple pendant l'opération, mais il ne s'en souviendrait pas. On tourne autour de 4 à 6. Et après on a des effets, après l'opération au niveau cognitif comme le, délirium ou le désordre cognitif. Maintenant, l'anesthésie générale. Donc pour la préparer, on va avoir l'acronyme master plan. Donc c'est tous des trucs en anglais, mais ça peut être un truc de base pour s'orienter si jamais c'est dans une, question ouverte. Donc on va avoir les différentes machines qui sont à notre disposition, l'airway, suction, c'est l'aspiration, le tube, faire un ECG au patient, ringer, c'est tous les fluides qu'on va injecter au patient, est-ce qu'ils sont prêts? Pulse, donc c'est la fréquence cardiaque.
le laryngoscope ou le tube endotrachéal, donc le T ou le L, les anesthésiants et ici, ah oui, notes, donc c'est un peu tout ce qu'on a écrit sur le dossier du patient qui peut être intéressant, les allergies et tout ça, les médicaments qu'il prend. Hem et ensuite, on va établir le type d'intervention, la localisation. Les allergies, on en a déjà parlé, mais en fait, chaque opération a sa position de référence. On ne va pas opérer un patient dans la même position si on fait une hernie discale ou une hernie inguinale, par exemple. Ensuite, donc pour la voie veineuse, il y avait, les 14 points à retenir entre guillemets, pour poser un cathéter, périphérique. Donc moi, je retiens pas spécialement par cœur les 14, mais j'essaie juste de me projeter dans quand on a fait, j'espère que vous en avez fait en stage, de médecine générale, par exemple, des prises de sang. On va essayer de se replonger là-dedans et qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre et tout ça et puis après il y a des trucs, qui sont dans les 14 points qui sont moins faciles de se rappeler, genre, jeter les déchets, par exemple, ça, c'est des points auxquels il faut plus, apprendre par cœur. Pardon. Donc l'induction maintenant, la première étape, ça va être une dénitrogénation, pour créer une réserve en oxygène. Donc je crois que ça se fait en mettant, 100 d'oxygène, à respirer au patient et ça c'est, parce que, toutes les manœuvres qu'on va faire, il y aura des périodes où la respiration sera un petit peu plus altérée. Quand on va mettre des curares par exemple, et le temps de transition entre le respirateur et le moment où les muscles respiratoires ne bougent pas, il peut y avoir un petit délai. Donc c'est important de créer une réserve en oxygène chez le patient. Ensuite, on va administrer des produits, donc on a plusieurs, produits possibles. On a des opioïdes qui sont des antinociceptifs, des hypnotiques comme le propofol par exemple, il est intéressant parce qu'il a une demi-vie assez courte, donc on pourra réveiller plus rapidement le patient, les curares et d'autres types de produits qu'on verra peut-être par la suite. Ensuite, le patient va être inconscient et puis va tomber en arrêt respiratoire, donc il faudra le ventiler. On va démarrer la ventilation, on va la contrôler avec le masque et ensuite on va mettre des curares et puis il y aura différents moyens de ventilation, soit au masque laryngé, soit au tube endotrachéal, heu, auquel on va vérifier la bonne position. Si on est déjà bien dans les bronches, c'est possible que ça aille, ça reste au niveau du tube digestif. Si on ventile bien les 2 côtés, et donc ça, on le fera avec un stéthoscope et on auscultera si, la ventilation est correcte. On peut utiliser une bougie, c'est un guide si on a une intubation difficile, mais ça, c'est un détail. On peut faire aussi des séquences rapides, comme ils appellent ça, si, c'est une opération urgente et que le patient n'a pas respecté les règles de jeûne. On ne ventile pas au masque et on curera rapidement le patient. Ça limite le risque de vomissement. Hem, Après on a d'autres moyens qui peuvent être, mis en place, mais ça c'est spécifique à chaque opération et on a les bottes de Kendall aussi qui font une thromboprophylaxie. Donc voilà. Heu, Pendant l'installation, il faut faire attention aux points de compression, donc au niveau des yeux et au niveau des nerfs, souvent périphériques comme le SPE par exemple, qui sont souvent comprimés. La dexmédetomidine, c'est une substance qui, mime plus ou moins les cycles de sommeil. C'est la seule parce qu'elle cible le locus coeruleus, contrairement aux autres, hypnotiques, par exemple. Ça, pareil, c'est un détail, mais on va voir que cette molécule est utilisée dans d'autres médicaments. Ensuite, on va maintenir ce patient dans son état d'inconscience et de relaxation, via des gaz inhalés ou via des perfusions, intraveineuses en continu avec le système EVOC dont il a parlé. C'est un nouveau système et avec, doté d'un algorithme qui permet de calculer plus ou moins la concentration plasmatique de la substance dans le sang du patient, enfin, dans son plasma du coup, en fonction de ses caractéristiques, donc de sa taille, de son poids, je ne sais pas si on peut pas encoder des comorbidités aussi, bref. Ensuite donc, quand on va réveiller le patient, donc on va contrôler les cureurs pour que petit à petit ils reprennent une autonomie au niveau de la respiration, voire même les antagoniser. Et on va évaluer aussi la quantité d'antinociceptifs qu'il a. Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Est-ce qu'on doit faire en sorte que le patient soit plus confortable ou est-ce que c'est OK? Et quand il est, en ventilation assistée, on attend qu'il soit spontané, donc que ce soit lui-même qui déclenche le respirateur pour ensuite, enlever le tube et aspirer en même temps les sécrétions qui auraient pu s'accumuler pour éviter qu'elles tombent dans l'arbre respiratoire. On vérifie s'il est bien stable et on l'emmène à l'unité de soins post-anesthésique. Donc les différents produits dont on a parlé, il y a les hypnotiques, comme on a dit, qui peuvent être des gaz, donc le,
protoxyde d'azote, il est plus trop utilisé parce qu'il a enfin, il fait des effets de serre, pardon. Mais on utilise beaucoup plus souvent des vapeurs halogénées, comme sûrement pas mal d'entre vous ont vu quand on était en stage d'anesthésie. Ils utilisent pas mal le sévoflurane. Mais on peut aussi utiliser des hypnotiques en intraveineux, comme j'ai déjà évoqué le propofol, le midazolam ou la kétamine. Et ici, j'ai mis les différents récepteurs qui sont ciblés par ces substances. On modifie en fait les connexions et on ralentit leur vitesse, les connexions synaptiques dans le cerveau. C'est pas un système on-off. Il n'y a plus aucune. Enfin, c'est pas juste on éteint le cerveau et on le redémarre ensuite. On modifie juste les connexions. L'antinociception, elle peut se faire avec des opioïdes comme le rimifentanil, le sufentanil ou le tramadol, par exemple. Donc les opioïdes, ils agissent au niveau des récepteurs mu périphériques. Il y avait aussi, on pouvait utiliser du protoxyde d'azote encore, de la kétamine ou du sulfate de magnésium. Pour antagoniser un antinociceptif, si on en met trop, puisque vous savez que les opioïdes, normalement, ils peuvent entraîner une dépression respiratoire, on a la naloxone. Et pour ce qui est des curares, donc il y a le succinylcholine qui est un curare dépolarisant, donc ça veut dire qu'il y aura des petites fasciculations avant la relaxation musculaire, contrairement au rocuronium, par exemple, qui lui n'est pas dépolarisant. Ensuite, on a les anesthésies locales. Donc pour les blocs périphériques neuraxiaux, donc on a la rachianesthésie et la péridurale. Donc ici, c'est une anesthésie suspendue pour la péridurale, ça veut dire que ça va diffuser un peu en haut, en bas, alors que la rachianesthésie, c'est une anesthésie qui se fait caudalement. Donc tout ce qui est en dessous, de là où on a injecté nos produits, ça va être anesthésié. Ensuite, l'injection, au moment de l'injection, il peut y avoir des paresthésies ou des stimuli. Pardon. Il peut y avoir des paresthésies, donc c'est un des signes qu'on utilise le plus pour savoir si on est au bon endroit. On peut aussi faire des stimulations nerveuses ou alors utiliser l'échographie pour être sûr qu'on injecte au bon endroit. On va plus utiliser des plexus, enfin injecter au niveau des plexus axillaires pour tout ce qui est au niveau brachial qu'au niveau susclaviculaire parce qu'il y a un plus grand risque de pneumothorax. Et pour les blocs centraux, donc au niveau périmédulaire, on va utiliser la fameuse aiguille de tuyauï qui est courbe à sa portion terminale et qui va faciliter la pose de cathéter. On va enfoncer cette aiguille jusqu'à la perte de résistance et on va retirer l'aiguille avant d'instiller les anesthésiques pour voir si on est dans un vaisseau. Donc on retire, on aspire un petit peu, et s'il y a du sang qui vient, ça veut dire qu'on est dans un vaisseau, donc on va essayer de se décaler. Et ensuite, il y a un petit test clinique qui permet de différencier si ce qui ressort, c'est le liquide physiologique qu'on a injecté pour voir la rupture de résistance, ou si c'est du LCR, c'est que si c'est chaud sur le gant, ça veut dire que c'est plutôt en faveur du LCR. Ensuite, au niveau de la rachianesthésie, donc on le fait avec une aiguille fine avec une pointe de 8 quarts, pardon, et une aiguille guide. La différence entre les deux, il y en a plusieurs. La vitesse d'action, donc au niveau péridural, elle est plus faible qu'au niveau rachidienne, de la rachianesthésie. Ensuite, les patients sont plus satisfaits avec une rachie. Les doses nécessaires en rachie sont moins importantes qu'en périmédulaire. La technique est plus facile en rachis, mais par contre, le gros avantage qu'a la péridurale, c'est qu'on peut faire une prolongation des produits, c'est-à-dire qu'on peut poser un cathéter et continuer à maintenir des produits, alors que ce n'est pas le cas en rachianesthésie. Ça, c'est les différents niveaux qui vont nous intéresser. Donc, on va injecter nos produits en périmédulaire si on veut, au niveau T4, si on est dans le cadre d'une césarienne, au niveau T6, si on veut anesthésier sous-ombilicalement, entre guillemets. Et pour les membres inférieurs, ce sera T10, T12. On peut faire un test avec de l'éther pour voir si l'anesthésie est déjà présente ou pas. Pour ce qui est maintenant des anesthésiques locaux, donc, c'est des informations pour moi qui sont à éventuellement ajouter dans la question ouverte qu'on aura sans doute du professeur Deutry. Donc, dans le commerce, c'est une forme ionisée qui est la forme active qui est utilisée et la forme en ester, entre guillemets, je ne sais pas comment on dit, elle est plus allergisante. On va utiliser des amides plutôt, qui sont métabolisation hépatique, comme la lidocaïne ou la
bupivacaïne. Hem et on va faire des petits mélanges parce que, en fait, on va ajouter du bicarbonate, ça va diminuer le délai d'action et la douleur. Diminuer le délai d'action parce que ça va diminuer la quantité de forme ionisée, donc comme on disait, c'est la forme active, et la douleur parce que comme le pH est relativement, haut, bah, ça va neutraliser un peu ça et ça va diminuer la douleur. Ce qui peut diminuer la douleur aussi, ce qu'a dit le professeur de tri et qu'on n'a pas vu ici, c'est la température des produits. Donc, comme il disait, on peut le mettre dans la poche avant de l'instiller 10 minutes avant et comme ça se réchauffe un peu et ça limite aussi les douleurs. On peut aussi ajouter de l'adrénaline, ça augmentera le temps d'action, des produits par, un phénomène de vasoconstriction. Mais il faut faire attention si, c'est des zones à risque d'ischémie. Donc on l'utilise pas, pour des rachianesthésies, par exemple, comme la clonidine qui est un alpha-2 agoniste. Hem, donc voilà et les opioïdes aussi permettent d'augmenter l'efficacité et le temps d'action des produits anesthésiants. Donc c'est un peu d'opioïdes, mais pour diminuer les anesthésiques. Donc ça peut être intéressant, mais il faut faire la balance entre les 2. Hem, on peut avoir des effets toxiques, d'autant plus si le patient est en acidose. Donc au niveau cardiovasculaire, on aura des troubles du rythme. On peut aussi observer des hypotensions, et l'antidote de ces anesthésiques locaux, c'est des anesthésiques, enfin, pour les anesthésiques locaux, c'est des substances lipidiques, heu, qu'on a vues, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était plus dans le cours du professeur de tri et ici, on voit les doses maximales qui sont toxiques, donc c'est 500 milligrammes pour la lidocaïne, 200 milligrammes pour la lévobupivacaïne et 150 pour la bupivacaïne. Ça, c'est discordant un peu avec ce que disait le professeur de tri, parce que lui disait que, il me semble, c'était 200 milligrammes, donc c'est, 20 millilitres à 1. Mais donc voilà, en fonction de qui pose la question, on verra. Ensuite, il peut y avoir la formation de méthémoglobine, donc une méthémoglobine et ça peut se traiter avec du bleu de méthylène, mais par contre, c'est rencontré uniquement quand on injecte de la procaïne. Donc voilà, il y a des effets indésirables aussi. Si on est, au-dessus du niveau T4, on va avoir une inhibition, sympathique du cœur, donc du coup, on peut avoir une, diminution de la fréquence cardiaque, par exemple, une hypotension, donc une bradycardie, comme je disais et un blocage des muscles inspiratoires. Si on est en dessous maintenant, on peut avoir une vasoplégie ou une diminution des résistances vasculaires et on peut aussi avoir des céphalées orthostatiques, liées à une brèche, par exemple, une intoxication aux anesthésiques locaux, des symptômes neurologiques ou des infections liées à l'anesthésie. Tout ce qui est autour de l'opération maintenant, donc comme on en a déjà parlé, il y a la préhabilitation, donc ça va se faire lors d'une consultation classique où on va éduquer le patient, sur, comment les choses vont se passer. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais le peu qui ont été faites, elles sont de bonne qualité. On va évaluer la fragilité aussi du patient, donc les risques, qu'il encourt par rapport à son profil, son état cognitif, ses conditions, notamment physiques de départ et respiratoires, et comme on disait, tout arrêt du tabac est bon à prendre. On va essayer aussi de faire une épargne d'opioïdes et faire un acte technique le moins invasif possible, mais ça, c'est une règle générale. En préopératoire maintenant, on va faire, une prévention, des, nausées et vomissements et iléus aussi digestifs, avec des opioïdes classiques ou de l'avimopan, si j'arrive à me relire, qui est un antagoniste des récepteurs mu périphériques, pour limiter l'iléus. Hem, on va faire une bonne gestion des fluides et limiter les troubles cognitifs, mais ça, c'est logique. Au niveau sanguin, maintenant, on peut mettre de l'acide tranexamique pour, son effet antifibriноlytique et qui va pas augmenter nécessairement, du coup, le risque d'AVC, tout ça, vu que c'est juste, bah, les caillots qui se font parce qu'il y a des lésions endothéliales, pardon, ils vont rester, mais ça va pas faire une agrégation, majorée et la thromboprophylaxie, on en a parlé aussi avec les bottes de Kendall. En post-opératoire maintenant, on va essayer de mobiliser le patient, de lui retirer les sondes, le drain et de le réalimenter, tout ça le plus précocement possible. Maintenant en post-opératoire, dès le lendemain, on fait lever les gens et on les fait marcher. Ils sont très vite, actifs quand bien même ils ont de la «douleur» entre guillemets. On essaye de qu'ils gèrent ça au mieux, mais qu'ils bougent le plus vite possible. Hem
Et maintenant, au niveau de la préparation, les questionnaires ne remplaceront pas les consultations pré-anesthésiques, donc il faut questionner les patients sur leurs antécédents d'opération, s'ils en ont, est-ce que tout s'est bien passé, s'il y a d'autres antécédents qui sont importants à connaître. Et on va évaluer aussi les différents grands systèmes cardiopulmonaires, ORL, euh, au niveau rénal, je ne sais pas ce que j'ai mis là, endocrinien et neuro, digestif, ouais, voilà. Donc le score de Mallampati, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des troubles musculo-squelettiques qui sont importants, type scoliose ou autre? On va évaluer aussi les voies d'accès veineuses ou artérielles avec le test d'Allen. Donc ça, c'est pour la partie artérielle. Et on va faire une prise de sang aussi avec un hémogramme. Et tester aussi l'hémostase, la fonction plaquettaire. On va vérifier lésions, la GFR du patient et sa glycémie. En gros, on fait juste un bilan complet du patient pour essayer de prévenir les choses qui pourraient mal se passer. Au niveau médical, on va faire une liste, une gestion, enfin des, comment dire, des produits pendant l'opération. On peut essayer de voir s'il y a des antihypertenseurs qui sont en place, des anticoagulants, une insuline, et on peut éventuellement en mettre, en enlever en fonction de l'opération et en fonction des comorbidités du patient. Donc voilà. Et il y a aussi tout un tas de comorbidités qui sont vraiment importantes à prendre en compte, puisque en fonction de ce qu'on va faire, mais souvent, par exemple, l'asthme, si on va intuber le patient, il sera plus à risque de se déstabiliser que quelqu'un qui n'a pas d'antécédent. Pour ce qui est du jeûne maintenant, donc chez les enfants, on va demander qu'ils arrêtent les liquides clairs au moins 2 heures avant l'opération et tout solide au moins 6 heures avant l'opération. Pour les adultes, les liquides clairs, c'est 3 heures avant l'opération et les solides, c'est 8 à 12 heures. Donc voilà. Après, ici, c'est tac, tac, tac. Ouais, c'est au niveau de la douleur. Mais ce que je disais, c'est le catapressant qui est du coup un alpha-2 agoniste qui peut avoir des effets antidouleurs. Mais du coup, c'est une association de clonidine et de dexmédétomidine dont on a évoqué les bienfaits, entre guillemets, tout à l'heure. Et là, ici, il y a toute une liste de différents produits qui peuvent être intéressants pour le confort du patient et les effets antinociceptifs. Maintenant, on va changer de professeur, on va passer à la partie des brûlés. Donc, une partie qui n'est pas forcément facile, je trouve. Donc, comment dire? Ici, les brûlés qu'on va rencontrer le plus fréquemment, ce sera des enfants qui auront été brûlés par des liquides chauds, donc typiquement les parents qui font des pâtes et l'enfant qui tire la casserole et qui lui tombe dessus. Ensuite, le plus fréquemment, ce sera des adultes qui ont été brûlés par le feu ou les flammes ou de la fumée. Et donc, c'est important de faire une prévention primaire, donc avant que l'accident se passe, et une prévention secondaire. Donc, une fois que ça s'est passé, on peut faire le 15-15-15. Donc, c'est plus 20-20-20. Donc, c'est 15 cm pendant 15 minutes à plus ou moins 15 degrés, mais on s'en fout de la température en soi. On peut, je trouvais ça intéressant, mais pas pour le cours, mais qu'il y a des préventions secondaires actives ou passives. Et les préventions secondaires passives, c'est en fait des lois qui sont établies. Et du coup, ça fait de la prévention, mais c'est juste parce qu'on n'a plus le droit de faire ceci ou cela que la prévention est mise en place. Bref. Ensuite, là, j'ai listé un peu tous les types de brûlures, mais ça, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Il y avait juste les brûlures radiques qui sont un peu particulières parce qu'elles ont une évolution qui est inverse, c'est-à-dire que ça démarre des kératinocytes et ça va remonter à la surface au niveau de la couche cornée. Maintenant, pour évaluer la surface brûlée d'un patient, on va prendre, donc ça, je n'avais pas tilté au début, mais c'est la paume et les doigts longs du patient à lui. Donc c'est pas si c'est en pédiatrie et qu'on a des grandes mains, ça va vite faire beaucoup, mais c'est la paume et les doigts du patient qui sont égales à 1% de surface. Et ensuite, on a la règle des 9 de Wallace. Donc ça correspond à la face du tronc antérieur et postérieur ainsi que les membres inférieurs chacun. Donc sont égales à 18%, dans le sens où il y a 1, 2, et puis on a deux membres inférieurs, donc ça fait 2 aussi. Donc c'est 9, 9 et 9, 9. Donc, il y a 18 fois. Ah oui, non, c'est 18 pardon, en antérieur, 18 en postérieur et 18 pour chaque membre inférieur. Ensuite, la tête et le cou, c'est 9%, et les membres supérieurs, c'est 9% chacun aussi. Et au niveau du périnée, c'est 1%.
On a aussi la table de Lund et Brownder pour les enfants, mais ça c'est plus technique. On a des applications aussi eBurn qui permettent de dessiner les zones qui ont été atteintes et du coup d'estimer une surface corporelle totale brûlée. Il faut aussi, c'est important de raser les cheveux du patient pour avoir une meilleure estimation de la surface brûlée, mais aussi pour traiter ces brûlures. Maintenant, l'estimation de la profondeur, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup à savoir et j'ai fait un peu un mélange entre la profondeur et aussi le traitement qu'il faut faire. Donc, la profondeur pour les premiers degrés, donc c'est l'épiderme superficiel qui va être atteint et ça met plus ou moins 4 à 5 jours à guérir spontanément. On aura des lésions qui seront rouges, souples, qui ne seront pas hémorragiques, mais qui seront douloureuses. Et on peut le traiter avec du lait hydratant, un corps gras ou du flamigène. Le flamigène, c'est vraiment que pour les brûlures du premier degré. Donc ça, il faut faire très attention de ne pas confondre flamigène avec la flamazine, par exemple. Ensuite, les brûlures du second degré, donc c'est celles qui sont représentées sur ce petit schéma, la barre verte ici. Donc c'est le haut des vallées malpighiennes et on a une perte des cellules basales, mais comme vous voyez, pas toutes les cellules basales. Le bas des vallées est encore présent. Le signe pathognomonique, c'est des flictènes. Donc dès qu'il y a flictène, c'est égal au second degré superficiel. Et ça met 10 à 15 jours à guérir spontanément et sans séquelles. Les lésions seront rouges sous les flictènes, elles seront humides, il y aura des hémorragies et aussi de la douleur. Donc le traitement, ça va être une excision des flictènes et pas juste percer, puisque sinon le trou va se refermer pardon, et la cloche va se reformer. Et puis, donc, quand on a excisé, on fait une vidange. Et on peut aussi mettre de la flamazine, qui est une substance qui va combattre les staphylocoques et les streptocoques, qui sont les germes les plus présents au niveau cutané. On peut aussi éventuellement mettre de la néobatracine, qui est aussi des effets antibiotiques, du flaminal-hydro ou de l'aquacel si comment dire, l'aquacel peut rester plus longtemps, donc ça limite un peu les traitements aussi. Mais par contre, c'est la flamazine en première ligne qu'on va utiliser. Ensuite, le deuxième degré profond. Donc là, la guérison, elle sera au-dessus de 21 jours et donc on a besoin, c'est le seuil pour qu'il y ait une prise en charge chirurgicale. Parce que si on laisse faire comme ça, les cicatrices seront pas belles et il peut y avoir des complications. Les lésions seront rouges ou blanches, elles seront rigides et donc rigides, ça peut être, il y avait la peau cartonnée aussi dans un EQCM, ben, ça peut être une lésion du second degré profond. Ça peut être plus ou moins hémorragique et on a toujours des douleurs puisque les terminaisons nerveuses ne sont pas encore totalement brûlées. Et si on a une lésion fine, pardon, donc qui n'est pas très épaisse mais qui est assez longue, ben, on s'en fiche, les berges elles sont assez proches donc ça devrait cicatriser sans trop de soucis. Mais si les lésions sont plus larges, alors on va plutôt préconiser une chirurgie. On va traiter aussi avec de la flamazine, donc comme disait le docteur Martin, la flamazine c'est bon pour tout à partir de deuxième degré superficiel puisque au premier degré c'est pas nécessaire. Et on peut faire des incisions de décharge aussi. Parce que s'il y a des lésions qui sont constrictives, parce que ça va se rétracter de manière circulaire au niveau thoracique, bah, il faut faire des incisions pour que la respiration ne soit pas rendue difficile à cause des rétractions. Même chose au niveau du cou pour que le retour jugulaire se fasse bien et au niveau des membres pour éviter le syndrome d'éloge. Le troisième degré maintenant, donc le plus profond, on n'a plus d'épiderme du tout, plus de derme et il n'y a pas de guérison spontanée possible. La lésion est blanche ou noire. C'est très rigide, très sec. Il n'y a pas d'hémorragie ni de douleur puisque tous les nerfs sont cramés. Et même chose, on peut utiliser de la flamazine. Et là, il faudra faire une greffe de peau mince pour traiter le patient. On va le réévaluer tous les 48 heures. Et on va faire une excision avec greffe si il y a une cicatrisation qui est plus longue que 21 jours. C'est 10 à 15 jours pour les enfants. Donc voilà, pour ce qui est des pansements, il y a un cours, on a fait un listing de tous les pansements, mais en premier lieu, on va désinfecter. Ensuite, il faut faire attention à l'isobétadine puisqu'il y a beaucoup d'iode, donc ça peut poser des problèmes, pardon, surtout si c'est des grands brûlés. Donc on va plutôt utiliser l'ibidil qui est en plus indolore. Et si on a des cicatrices bourgeonnantes, on va venir faire des détertions mécaniques ou avec du nitrate d'argent euh, pour essayer d'aplatir la plaie, parce que sinon ça va faire des cicatrices un peu bizarres et il y a la peau qui rentre sur elle-même, entre guillemets. Donc on doit faire un traitement mécanique pour éviter ça. Et si les plaies sont infectées, enfin les brûlures sont infectées, on peut mettre de l'argent qui a des effets antivirales, antifongiques et bactériostatiques. Euh,
Je ne l'ai pas dit, mais dans les différents degrés de profondeur, si on est face à une brûlure qui est infectée, c'est un contexte qui va rendre l'estimation du degré de profondeur plus difficile. Donc voilà. Après, il y a des cas spécifiques avec le CO, avec le cyanure, les brûlures chimiques et tout ça, mais ça, c'est un peu plus secondaire, je pense. Donc, au niveau de la chirurgie, bah, forcément, les urgences primaires vont primer avant tout traitement des brûlures. Donc, si on a des problèmes cardiaques, d'hémorragie et tout ça. Et on peut faire une escharectomie en fonction de la profondeur des brûlures. On peut aussi utiliser un dermatome à main, une hydrodissection, un bistouri électrique pour aller jusqu'au fascia et faire cette escharectomie. Et pour ce qui est des greffes de peau mince, donc c'est de 0,2 à, il me semble que je me suis trompé, que c'était à 0,5 mm, parce que 5 mm, ça fait beaucoup. Et la peau est plus très mince à ce niveau-là, je pense. Euh, et on peut faire cette greffe de peau mince, elle peut être pleine ou en réseau. On verra les différents types de greffes de peau plus tard. Il y a aussi des dermes artificielles qui peuvent être utilisées mais qui ne sont pas remboursées. Donc voilà, et le score de Beau modifié, c'est pour estimer le pronostic des patients. Donc c'est le pourcentage de surface corporelle brûlée, plus l'âge du patient, auquel on rajoute 17 si on a des lésions d'inhalation. Et c'est égal à 50% de survie si on est à un score de 140. Donc en fonction si on est au-dessus ou en dessous, bah, on verra ce qu'il en est pour le patient. Ça, c'était les 3 types de patients. Le professeur Nizet avait fait un peu un suspense, comme quoi il ne voulait pas tout nous dire. Mais je crois que c'est principalement des patients qui sont brûlés, des patients avec un syndrome de l'aïeul, donc c'est une réaction allergique toxique suite, par exemple, à la prise de médicaments, ou des fascites nécrosantes ou des gangrènes de fournier également. Donc voilà. Maintenant, son cours sur les cicatrices au docteur Martin. Sur les fils, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à retenir. Par exemple, par contre, pour la préparation, c'est important d'avoir des plaies propres avec des berges nettes et une vascularisation qui a l'air d'être intacte. Et il faut faire sa suture avant 6 heures, c'est mieux. Et si comment dire, la lésion respecte les lignes de Langer, bah, c'est de bons pronostics pour la future cicatrice. Et si possible, on utilise un monofilament non résorbable, donc c'est ceux qui vont laisser la cicatrice la plus discrète et avec le moins de complications possible. En parlant des complications, on peut avoir des réactions inflammatoires, une souffrance cutanée, des hémorragies, une infection, et une perturbation sensitive qui peut être, on sent moins ou alors on sent différemment, on a des paresthésies. Donc voilà, et là on voit ici les différents types de pansements, donc il y en a tellement. Franchement, ça serait pas cool s'il fait une question ouverte avec citer les différents noms des pansements et leurs indications. Mais en gros, moi je retiens surtout par exemple le colloïde qui est utile si on est en présence d'une lésion avec un exsudat. Mais qui sera contre-indiqué si on est face à une infection. Mais en gros, c'est un pansement quand ça suinte et l'hydrogel si ça suinte pas. Et après, il y a l'alginate aussi qui peut être utile quand ça suinte aussi, parce qu'il fait une hémostase également. Mais c'est plus ou moins la même chose que l'hydrocolloïde. Après, il y en a plein d'autres, mais vous voyez, genre le charbon pour diminuer les odeurs. Enfin bref. Donc voilà. La thérapie à pression négative, qu'on peut aussi appeler VAC, donc c'est une mousse micro-perforée qui est dotée d'un système d'aspiration également. Ça permet macroscopiquement de rapprocher les berges de la plaie et aussi de drainer la plaie. On met maximum, enfin, en général, pardon, on met une pression négative de 20 mm de mercure qui est alternée parce que ça montre qu'il y a plus d'effets. Et au niveau microscopique, il y a des effets au niveau de l'angiogénèse et au niveau de la diapédèse. Ça va faire un appel des cellules inflammatoires sur le site lésé. Et on fait un suivi parce qu'il peut y avoir des complications d'hémorragie ou d'infection avec une thérapie par pression négative. Les contre-indications principales, c'est s'il y a un cancer, une nécrose au niveau de la plaie, et si la plaie est non explorée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qui se trouve là-dedans, bah, on ne va pas mettre un gros mousse par-dessus. Donc voilà, les différents types de cicatrices maintenant. On a les différentes phases de la cicatrisation. On a des classifications avec un système Vectra ou VSS pour Vancouver Scar Scale, qui permet de calculer le risque qu'une cicatrisation se complique, entre guillemets. Euh,
Donc il y a différents types de cicatrices, mais les plus importants, c'est les cicatrices hypertrophiques et kéloïdes, qui sont les cicatrices pathologiques les plus dérangeantes. Et il faut savoir à quoi correspondent l'une et l'autre. Donc au niveau des cicatrices hypertrophiques, on a une inflammation au niveau du derme. Et c'est plus présent sur les cicatrices qui sont au niveau de zones de tension, si c'est des cicatrices qui prennent du temps ou alors si c'est des cicatrices répétées au même endroit. En fait, on a un mécanisme de stimulation des fibroblastes qui vont se transformer en myofibroblastes. Et ces cicatrices-là ne dépassent pas les berges, qui est une des grandes différences avec les cicatrices kéloïdes qui, elles, peuvent dépasser les berges de la cicatrice. Les cicatrices kéloïdes, en fait, à l'intérieur de ces cicatrices, il n'y a pas beaucoup de cellules, mais il y a une très grande production de collagène qui est anarchique. Et donc, c'est pour ça que les cicatrices kéloïdes ne ressemblent pas à grand-chose. Enfin, c'est des espèces de boules cutanées bizarres. Et il y a des facteurs de risque qu'on n'a pas au niveau des cicatrices hypertrophiques, c'est que c'est souvent retrouvé chez les ethnies africaines, si c'est des lésions au niveau parasternal, au niveau périauriculaire ou au niveau du dos. Donc ça, c'est les choses principales pour moi à retenir, et ça pourrait être clairement une question ouverte, la différence entre les deux. Donc voilà, ou une question QCM. Tac, tac, tac. Donc pour les cicatrices hypertrophiques, on peut avoir des pansements compressifs qui vont diminuer le risque qu'elles deviennent ainsi. Et voilà. Après, c'est tous les traitements de cicatrices. Donc on peut avoir des corticoïdes injectables qui vont diminuer l'inflammation. On peut avoir de la kiné avec le système LPG endermologique, de la cryothérapie. Enfin bref, il y a tout un tas de choses, mais c'est plus secondaire. Maintenant, je vais parler du cours du professeur de tri et surtout sur quoi il a insisté, donc c'est-à-dire sa potentielle question ouverte. J'ai vu qu'il avait un peu insisté sur les grades des complications, mais je pense que ce sera quand même plus sur l'anesthésie locale. Donc, comme je disais, peut-être faire un mélange des deux avec les informations qu'on a eues avec le professeur Bonhomme, qui peuvent être intéressantes en plus. Donc, par exemple, dire que la forme ionisée enfin, le fait de mettre du bicarbonate au-delà de diminuer le pH, ça diminue la quantité de forme ionisée, donc la quantité de forme active, et ça augmente le délai d'action. Bref, vous avez compris. Donc, quand on est face à une plaie, on va commencer par, comment dire, si on doit suturer le patient, ça doit être un patient collaborant. Donc là, c'est un peu tous les trucs qu'il y a à faire avant de faire notre suture. Je me disais, s'il élargit un peu sa queue, ça peut en faire partie de la réponse. Ensuite, on va faire des testings neurologiques sensitifs et moteurs, surtout, par exemple, si c'est au niveau de la face, au niveau du nerf facial, mais peu importe l'endroit, on va tester les nerfs qui courent dans cette zone. On va faire une désinfection locale, pas à l'alcool si possible, mais par exemple à l'isobétanine ou l'ibidil, comme on a dit, pour les brûler. On va injecter des anesthésiants locaux, donc dans ou autour de la plaie. C'est mieux autour de la plaie, je pense. Et on va attendre 10 minutes, comme il dit, on va se faire un café, le temps que les anesthésiques agissent. Et on peut tester aussi avant de commencer à suturer le patient, voir s'il est bien anesthésié. Et on va faire, avant de suturer, un débridement, donc si les berges sont un peu sales ou quoi, et on va faire en sorte justement que ces berges-là soient nettes. Maintenant, pour ce qui peut causer la douleur, donc on va éviter celle-ci en utilisant une aiguille la plus fine possible. Donc, on a parlé de la température des anesthésiants, donc qui peut être conservée au frigo, donc il faut les réchauffer un petit peu, le pH. On a parlé du bicarbonate. On diminue la vitesse d'injection pour diminuer la douleur, et on peut plus ou moins ajouter de l'adrénaline. Heu, Comme disait le docteur Dautry, il y a des risques, mais il peut y avoir un intérêt parce que ça diminue les hémorragies et les effets toxiques des anesthésiants. Donc lui, en gros, il a dit qu'il s'en servait un peu tout le temps, mais il faut faire très attention de ne pas l'injecter dans les vaisseaux, puisqu'il peut y avoir des risques au niveau cardiovasculaire et dans les zones qui ne sont pas très bien vascularisées, des risques de nécrose. Maintenant, pour ce qui est des produits utilisés, donc comme je disais, c'est la lidocaïne ou la xylocaïne, 1 et on peut l'utiliser jusqu'à 20 millilitres parce que c'est la dose max avant que ce soit toxique. Donc ça s'appelle le Linizol, non commercial. Ça peut être associé aussi à des anti-inflammatoires pour une cure de hernie inguinale, par exemple. Et comme je disais, on évite d'injecter dans les vaisseaux. Comme je disais, on va aussi regarder ce que disait le professeur Bonhomme pour essayer de compléter un peu le tout. Maintenant, on va passer à la partie chirurgie. Donc, comment dire?
Un des trucs qui est important à retenir, c'est la différence entre les greffes et les lambeaux. Donc, les greffes, c'est des fragments de tissu qui sont complètement séparés du site donneur et qui vont être fixés à un site receveur qui, ce dernier, va assurer sa vascularisation. Contrairement au lambeau, qui est un ensemble de tissus avec sa vascularisation propre, euh, et qui représente la meilleure stratégie pour une viabilité de transfert. Donc c'est ça qu'on va utiliser par exemple quand il y a eu un trauma ou qu'il y a eu une zone irradiée, ben, on n'est pas sûr de l'intégrité des vaisseaux, donc on va plutôt utiliser un lambeau par exemple. Ensuite, on a différents types de greffes. Donc, les autogreffes sont les meilleurs, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de risque de rejet, et ainsi de suite. Il y a des homogreffes entre les humains, et les allogreffes et les xénogreffes ne sont pas trop utilisés. Bref, la zone receveuse idéale, comme je disais, il faut qu'il y ait une vascularisation adéquate, donc pas trop important, pas de radiothérapie. Euh, ah oui, il peut y avoir par imbibition une néoangiogénèse, donc avec des facteurs, par exemple, de croissance vasculaire, VEGF par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait d'hémorragie active, pas que ce soit sointant ni infecté du coup, et il faut que ce soit une zone immobile. Il y a différents grands principes à connaître pour les chirurgies et les microchirurgies. C'est la relation, par exemple, épaisseur-prise. Donc, plus la peau sera fine, plus ce sera facile à prendre parce que bah, par diffusion, la partie greffée pourra être vascularisée. Euh, il y a jamais de cicatrice hypertrophie en tant que telle quand on fait une greffe, ni de kéloïde, mais par contre, il peut y en avoir une au niveau de la jonction de cette cicatrice-là. Donc, le professeur nous avait donné cet exemple il avait enlevé une cicatrice hypertrophique où il avait fait un placard, mais au final, quand il s'est rendu compte en post-opératoire qu'il y avait une réaction hypertrophique tout au niveau des sutures de la greffe. Donc, c'est pas ouf. Euh, et les cicatrices kéloïdes peuvent traiter par iridium interstitiel, mais ça, c'est un détail que je me suis rajouté. Il y a davantage de rétraction, par contre, si on a une greffe de peau fine. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des greffes de peau épaisses pour le visage, parce qu'on va éviter les rétractions et donc les dysmorphies et l'aspect esthétique qui peut être moins au rendez-vous. Donc, les peaux fines, c'est cool parce que ça prend facilement, mais ça se rétracte plus. Et on peut récupérer une sensibilité au bout de quelques mois. Donc, les différents types de greffes. Donc, les greffes de peau fine, comme on retrouve les bonnes valeurs entre 0,2 et 0,5 mm, qui se font sous les papilles dermiques. Et la zone donneuse, il va y avoir une épidermisation qui sera spontanée entre 10 et 21 jours. Donc, on est au niveau du second degré, entre guillemets. On va par contre faire un pansement occlusif et un bandage au niveau de cette zone-là pour améliorer la cicatrisation. On peut faire cette greffe de peau fine avec un rasoir manuel, un dermatome mécanique ou électrique. Et je parlais des différents types tantôt. Donc, il y a des greffes de peau fine continues, perforées ou en mesh graft, donc où c'est le petit filet que vous avez sûrement en tête et qui peut aller jusqu'à 3 fois la surface de la peau prélevée. Ensuite, il y a les greffes de peau totales. Donc, pour la zone donneuse, par contre, ici, il faudra la fermer à l'aide de techniques chirurgicales. On peut les prélever au niveau inguinal ou susclavier. Donc, comme je disais, la peau fine, elle a des avantages, elle est plus élastique, mais au niveau du visage, tuc, 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 ah oui, non, la partie inguinale et susclavière sont plus fines et élastiques, pardon. Et au niveau du visage, on peut utiliser la paupière supérieure ou la peau au niveau rétro-auriculaire, parce que bah, comme c'est au niveau de la même zone, on aura moins de problèmes de dyschromie et tout ça. Euh, donc comme je disais, on utilise plus cette technique au niveau de la face, puisqu'il y a moins de rétraction quand la peau est plus épaisse. On peut avoir des greffes composées ou composites. Elles se limitent en leur surface parce qu'elles ont une vascularisation qui se fait par les côtés. Par exemple, une greffe chondrocutanée au niveau de l'oreille ou du nez. Et composite, c'est parce qu'il y a deux structures tissulaires différentes au sein de la greffe. Il y a des complications qui peuvent être relevées comme une nécrose du greffon, comme je disais, une dyschromie ou une hypertrophie au niveau de la zone donneuse. Pour ce qui est des lambeaux maintenant, donc on a des lambeaux avec ou sans peau. Donc quand il n'y a pas de peau, ça peut être des lambeaux musculaires purs, aponeurotiques ou épiploïques. Pardon. Et quand il y a de la peau, donc c'est des lambeaux cutanés purs, musculo-cutanés, fascio-cutanés ou perforants. Il y a différents types de lambeaux. Donc quand c'est au hasard, ça veut dire que la survie, elle se fait via le plexus dermique, le plexus vasculaire dermique, et on ne sait pas trop. Enfin, c'est pas une dissection de la greffe qui se fait anatomiquement, et on peut avoir un rapport du lambeau qui est maximum de 1,5 en longueur sur 1 en largeur.
Par contre, on a les types axiaux où eux se basent sur un système artério-veineux anatomique. Et donc, on a une perfusion fiable. Et donc, on peut faire des lambeaux plus longs. C'est le cas, par exemple, des DIEP ou des lambeaux deltopectoraux avec l'artère mammaire interne qui est perforante. Au niveau des différents types de, comment dire, de réparation, donc on a la suture en avancement, en ligne droite. On peut avoir aussi un lambeau en VY. Donc on démarre avec le V ici et puis on finit avec une suture en Y. Des lambeaux en rotation si on a une perte de substance triangulaire ou transposition quand on passe au-dessus d'une zone saine. Et aussi, on a des techniques en Z. Quand on a des reprises de cicatrices sous tension, par exemple, on fait un Z et on inverse les deux lambeaux triangulaires pour modifier les forces de tension et restaurer la mobilité au niveau de cette zone-là. La classification de Matthijs Naï, le docteur Nizet, fils, a dit en cours que c'était pas important, à part si on voulait faire la chirurgie plastique, mais je trouve que c'est intéressant à retenir et j'ai mis des petits exemples de lambeaux qui correspondent à la classification en dessous si ça vous intéresse. Euh, et maintenant, comme lambeau un peu spécifique, donc j'ai déjà parlé du DIEP, donc c'est Deep Inferior Epigastric Perforator. Donc, c'est une vascularisation qui se fait par les artères perforantes qui sont isolées à travers les grands droits et sans prélever les grands droits. Donc, on laisse les abdos au patient, ce qui est pratique, et on lui prélève de la graisse ainsi que ses artères perforantes. Il y a aussi les lambeaux TAP et LAP qui sont du même style, puisqu'ils sont le P, c'est perforateur à chaque fois à la fin. On arrive au chapitre tuyau du cours qui concerne la fasciite nécrosante, autrement appelée la dermohypodermite bactérienne nécrosante, qui a un taux de mortalité qui va de 20 à 50%, donc qui est quand même assez énorme. Le truc typique, c'est qu'il y a une discordance entre la clinique et la douleur du patient, et à la biologie, on a un sepsis grave. C'est lié à la production de toxines des bactéries, donc, qui va donner des signes locaux et qui va vite induire le patient dans un état de choc. Les germes incriminés sont à 80% des cas le streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Ensuite, on a le staphylocoque doré et puis des germes anaérobies ou des atteintes polymicrobiennes. Les facteurs de risque locaux sont des infractions cutanéo-muqueuses, des lésions chroniques type ulcère chronique ou par exemple chez les toxicomanes aussi. Et si on a la varicelle chez les enfants, c'est aussi un facteur de risque local. Et les facteurs de risque généraux, donc on a des facteurs de risque liés à la démographie, donc si le patient a plus de 50 ans, si c'est un homme, s'il y a eu un contact pardon, avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, s'il y a des comorbidités type diabète, insuffisance artérielle, anomalie de l'hémostase ou alcoolisme chronique, et s'il y a une immunosuppression aussi chez le patient type chimio, cancer ou hémopathie maligne. Ensuite, donc la clinique de la fasciite nécrosante, on a une douleur très intense au début qui va diminuer au cours de la nécrose des terminaisons nerveuses. Et puis, on va avoir un œdème qui sera assez vite extensif. Faire attention, on a vu l'exemple du cas clinique dans le cours de soins intensifs, que la douleur, bah, si on prend des antidouleurs, typiquement, elle peut être camouflée, et donc ça peut être plus dur de faire le diagnostic. On a une altération. On est dans la merde. Que des gamins, frère, on va devoir dessiner là la vie de ma mère. Il y a un micro qui est bien ouvert là, je crois. Bref, on a des flictènes aussi qui apparaissent, et si on est dans un contexte vraiment avancé, on a une crépitation qui est sous-cutanée, donc les fameuses crépitations neigeuses où quand on appuie, on a l'impression de marcher sur la neige. Le diagnostic de certitude, il est chirurgical et c'est aussi le traitement de la fasciite nécrosante. Donc, il ne doit pas être retardé par un quelconque examen clinique. La biologie, du coup, elle va donner un syndrome inflammatoire en général, donc une hyperleucocytose, une CRP augmentée et le fibrinogène augmenté. On aura une hyperlactatémie aussi, des CPK élevés. Et on fera aussi une hémoculture pour se baser là-dessus, pour faire un antibiogramme et une antibiothérapie adaptée. La bio, elle est positive dans 40% des cas, et avec cette bio, on peut faire le score de L-RINEC ou le RINEC. S'il est supérieur à 6, c'est assez évocateur.
Et pour finir, on va résumer un peu la prise en charge. Donc en 1, on doit identifier le problème, donc une douleur qui est très importante par rapport à la clinique, et aussi essayer d'identifier les facteurs de risque locaux et généraux dont on a parlé. Faire une prise de sang, établir le score de L-RINEC, faire un finger test, donc voir si c'est des tissus qui sont complètement délabrés, tout mous. On commence l'antibiothérapie en IV après avoir fait du coup les hémocultures sur la prise de sang. Donc c'est du tazocin ou des carbapénem et de la clindamycine éventuellement si on a une suspicion forte de streptocoque, ou alors si on a les résultats, après on peut mettre ça. Bref, troisième point, c'est le débridement dans les 12 heures qui va diminuer de 50% la mortalité. Le plus large possible quand on a une confirmation du diagnostic. Donc, quand on va faire la première chirurgie qui peut être à visée diagnostique, on va juste le recouvrir avec un pansement ou un VAC. Et en attendant la réponse du labo, eh ben, si la réponse est positive, on va réopérer, on va faire un débridement large cette fois-ci. Ensuite, on va faire des traitements de support, donc antidouleur et ainsi de suite. Et on va faire un suivi tous les 24 à 48 heures. Et dans un dernier temps, une reconstruction éventuelle une fois que tout ça s'est calmé. Maintenant, on a parlé un peu des membres inférieurs avec le docteur Nizet. Je regarde ce qui peut être intéressant. Donc, en introduction, moi, je mets souvent des petites informations qui n'ont pas trop de lien entre elles, mais qui sont intéressantes à retenir. Donc, quand on est au niveau du tiers distal de la jambe ou en dessous du tiers moyen, c'est des opérations microchirurgicales qui sont plus complexes. Donc, on va davantage utiliser un lambeau libre parce que la vascularisation vient du dessus. Quand on est dans un contexte traumatique, on a jusqu'à 18 jours pour faire la microchirurgie, donc il ne faut pas trop se presser. Et si on a des lésions sévères et que le membre est non fonctionnel, on est dans une zone grise pour l'amputation, c'est-à-dire qu'il faut débattre un peu avec le patient et le corps médical pour savoir ce qu'on fait. Ça va dépendre du contexte, et si on peut faire l'amputation sous le genou, c'est le mieux. Donc en aigu, on va essayer d'évaluer l'état vasculaire avec un angioscan. On va évaluer, faire un examen complémentaire qui va évaluer l'état des vaisseaux. Au niveau osseux, on va voir s'il y a une perte de substance et si on est face à une fracture ouverte de grade 3B ou C sur la gradation, la classification de Gustillo, on va faire une chire arthroplastique. Donc ça veut dire un chire ortho avec un chire plastique coordonné qui sera plus efficace pour les rendus. Ensuite, on va estimer l'atteinte neurologique, l'atteinte musculo-tendineuse également. Si on a une insuffisance rénale, c'est une contre-indication à la microchirurgie. On n'a pas vraiment l'explication de pourquoi, du comment, mais bref, c'est comme ça. Si on a une perte des tissus mous, on va couvrir l'espace mort avec un muscle. Et si c'est des zones mobiles, par contre, on va plutôt faire une greffe fascio-cutanée. Donc voilà, la prise en charge, donc comme d'habitude, c'est le débridement, donc pour avoir une plaie qui est propre et qui a des berges nettes, pour ensuite reconstruire comme il faut. Tac, 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 et l'antibiothérapie, donc la fasciotomie en fonction des loges, s'il y a un risque de syndrome des loges, et l'antibiothérapie, donc comme il disait, c'est retenir, augmenter en 1, clindamycine s'il y a une allergie, et vancomycine pour taper fort. Et on a parlé déjà de la thérapie à pression négative. Pour ce qui est des lambeaux, donc si il n'y a pas de risque vasculaire, donc si on a une intégrité vasculaire qui est certaine, on peut faire un lambeau pédiculé. Si ce n'est pas le cas, on fera un lambeau plutôt libre. Les lambeaux type gracile peuvent être libres ou pédiculés, mais il est surtout utilisé pour les opérations au niveau du visage. Et les gastrocnémiens, ils ne sont pas utilisés pour la cheville parce que c'est, vascularisé par les vaisseaux poplités. Ça commence à être un peu loin pour être sûr d'avoir un lambeau qui va tenir et qui va permettre la vascularisation distale. Tac, tac, tac. Voilà, la sélection dépend de la taille. La sélection du lambeau dépend de la taille du défect, de la localisation de celui-ci, du volume et de la profondeur de la lésion. Et voilà. OK. Maintenant, on va parler un peu des chirurgies au niveau mammaire. Donc, l'hypertrophie, la gynécomastie, je vais passer. On va parler de la chirurgie oncologique.
Donc le cancer du sein, ça touche une femme sur 8 et dans 75% des cas, c'est une détection qui se fait précocement et donc on va pouvoir faire une chirurgie. Il y a plusieurs types, de cancers. Les types invasifs sont, retrouvés dans 80% des diagnostics et dans 80% des types invasifs, ce sont des types, canalaires. Les facteurs histopronostiques des, cancers du sein sont intéressants à retenir. On a le luminal A qui correspond à des, récepteurs à oestrogène, progestérone, positifs et un HER2 qui est négatif. C'est les plus fréquents, donc ça représente 40 des cancers diagnostiqués. Le luminal B, c'est la même chose, sauf que le HER, il peut être positif ou pas, on n'est pas sûr. Type HER2 positif, bah là, on a les, récepteurs hormonaux qui sont négatifs et le HER2 qui est positif. Et le basal-like, c'est le pire, c'est le triple négatif. Autant les récepteurs hormonaux que HER sont négatifs. Le traitement, on va essayer qu'il soit conservateur, mais le traitement oncologique passe avant le traitement esthétique. Donc ça veut dire une tumeurectomie au niveau du sein. Euh, Ça sera possible ou pas en fonction du rapport entre la taille du sein, de la taille de la tumeur et la taille du sein. Donc si on a un petit sein avec une grosse tumeur, ça va être compliqué de faire une tumeurectomie. Par contre, si on a un gros sein avec une petite tumeur, bah là c'est plus envisageable. Quand c'est un traitement conservateur, ce sera toujours associé à une radiothérapie qui se fera maximum 12 semaines après l'opération. Et en temps normal, on met en place la radiothérapie à 6 à 8 semaines. On peut faire un traitement aussi systématique si on est face à un cancer type HER2 positif ou triple négatif, style chimio néoadjuvante, et surtout si on a un Ki67 élevé. En fait, cette thérapie néoadjuvante, elle va diminuer le volume de la tumeur et aussi limiter, enfin tuer les micrométastases et donc diminuer le risque de récurrence. Les reconstructions maintenant, elles vont être, différées quand, dans un premier temps, on va faire le traitement oncologique, puis le traitement adjuvant type chimio, radio, immunothérapie, et ensuite on va faire une reconstruction dans un second temps. Donc voilà, et si on fait pas de reconstruction, bah, on est à risque de lymphocèle. J'ai souvenir de Ladia, après une mastectomie d'une femme où on voyait que c'était un peu le bordel et qu'il y avait des complications, donc c'était un lymphocèle et il peut y avoir des infections aussi au niveau du site opératoire. Et une reconstruction immédiate, donc c'est, bah, tout simplement comme son nom l'indique, dans le même temps opératoire, on va faire la chirurgie oncologique et la chirurgie de reconstruction. Et c'est, ce qui donne les meilleurs résultats esthétiques, mais comme je disais, l'oncologie prime sur l'esthétique, et ça n'augmente pas les récidives ou ça n'engendre pas de retard de traitement adjuvant. Il y a plusieurs types de reconstruction, donc il y a les SSM, donc c'est les skin sparing mastectomy. Donc c'est quand on conserve l'étui cutané, et les nipple sparing mastectomy, c'est nipple, c'est le mamelon en gros, donc c'est quand on conserve la plaque alvéolo-mamelonnaire, si je ne dis pas de bêtises. Les contre-indications de ces prises en charge, donc c'est si on a une maladie de Paget, une atteinte de la PAM et un écoulement mammaire. Les contre-indications relatives, c'est s'il y a des seins hypertrophiques, une patiente qui est tabagique, obèse et ou enfin diabétique, parce qu'on a une diminution de la perfusion quand le sein est un trop gros volume, bah, c'est une toute petite artère qui va devoir vasculariser un très gros territoire. Donc c'est plus à risque d'engendrer une nécrose de la, enfin, cutanée, tissulaire. Bref. On va avoir plusieurs choix. Donc, on peut faire un implant, par exemple, s'il y a une radiothérapie ensuite, avec ou sans expanseur. Un lambeau s'il y a des antécédents de radiothérapie, puisque du coup, comme je disais, il faut une intégrité vasculaire, ainsi de suite. Et pour ce qui est des prothèses, donc, le docteur Nizet lui préconisait plutôt une prothèse antérieure avec l'hypofilling. C'est ce qui était le plus naturel et ça diminuait les douleurs. C'était plus facile à faire, comme il disait. La patiente était plus mobile et on diminuait le temps d'hospitalisation. Donc il y avait quand même beaucoup d'avantages et plus d'avantages à faire une prothèse antérieure, dans le sens en avant du muscle pectoral et associé avec un lipofilling. Mais le rétromusculaire, enfin le rétropectoral se fait aussi et c'est plus discret. Mais par contre, quand il y a une contraction des pectoraux, bah, il peut y avoir un déplacement de la prothèse. Bref. Et le dernier chapitre, c'était sur les traumas de la face et des escarres, donc la prise en charge de traumas de la face.
En 1, on identifie s'il y a des urgences vitales, style hémorragie, asphyxie ou lésions crâniennes ou cervicales. En 2, on fait un examen clinique où on inspecte la plaie, sa taille, sa profondeur, son orientation, si ça suit les lignes de Langet dont on a parlé, qui vont éventuellement être de bons pronostics pour une cicatrisation plus discrète, et si la plaie est propre. On évalue aussi, comme je disais, au niveau neurologique, moteur et sensitif, et autres, puisque le nerf 7 participe à la salivation, donc le canal de sténose, sa bouche à la deuxième molaire supérieure. C'était un truc qui avait l'air important pour lui, apparemment. Et comment dire, dans notre prise en charge, on va faire une prévention des infections. On va demander au patient s'il est vacciné contre le tétanos, et en fonction du contexte, on va mettre ou pas une antibioprophylaxie en place. On va étudier la viabilité des tissus, s'il y a une fracture de la base du crâne et s'il y a une incarcération du muscle petit oblique aussi. Ça, c'est tous des trucs qui sont spécifiques à la face, mais auxquels il faut faire attention. Les escarres, on les a vus déjà un peu en gériatrie, mais ils se font dans les zones de compression, de frottement, de cisaillement ou de macération, et ils sont plus présents chez les hommes. Et davantage aussi s'il y en a une diminution du poids, puisque les os vont plus vite comprimer la peau qui se trouve au-dessus. On se sert de l'échelle de Braden, pardon, autant pour dépister le risque, mais aussi pour orienter notre prise en charge. Donc si c'est inférieur au stade 1B, si j'arrive bien à me relire, ou non, si c'est inférieur à 16, c'est un patient qui est à risque. Donc voilà, ça peut être associé à une infection, les escarres, mais ce n'est pas forcément la cause de l'infection. Et on a une classification. Donc la question QCM en gériatrie, je crois que c'était ça. Ouais. Un escar, c'est forcément une lésion perforante ou quoi. Ben non, un escar de stade 1, c'est une rougeur. Et donc il n'y a pas encore de trou. Et c'est une rougeur qui ne disparaît pas à la vitropression. Le stade 2, c'est quand on n'a plus de derme superficiel et qu'on a un flicten. Ça peut être résolu de manière spontanée si on écarte tous les facteurs de risque, donc comme on a évoqué, les forces de compression, frottement, cisaillement et de macération. Et le stade 3, c'est quand toutes les couches de la peau ont disparu, mais qu'on ne voit pas encore les os, les tendons, les muscles. Et le stade 4, c'est quand on va au plus profond et qu'on voit un petit muscle ou un petit os dépasser. Donc la prise en charge, comme je disais, elle va dépendre de l'échelle de Braden. On va essayer de mettre en place des mobilisations du patient, type avec un matelas anti-escar et des soins cutanés. On va essayer de régler les problèmes d'incontinence, de spasticité et de nutrition pour, comme je disais, essayer d'enlever tous ces facteurs de risque-là. Il faut faire très attention à l'ostéomyélite qui peut engendrer des infections très graves et jusqu'au décès du patient. Et on va faire des soins de plaie, et la chirurgie, c'est un peu en dernier recours, et elle est assez rarement indiquée parce qu'il faut que les facteurs de risque ne soient plus présents et qu'il y ait des appuis qui ne se fassent pas sur la zone opérée de plus de 2 semaines. Donc si on est sur un paraplégique, bah, c'est compliqué de lui dire de ne plus s'asseoir pendant 2 semaines. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en avais déjà parlé dans le groupe, mais je trouve ça intéressant de retourner. Oups, je vais arrêter le partage d'écran. Oups. Voilà, normalement il s'est arrêté. De retourner voir les vidéos d'opérations des différents professeurs. Donc il y a des opérations, voilà, c'est un peu tard, hein, mais si vous en avez marre de relire tout le temps la même chose et que ça rentre pas, franchement, il y a plusieurs opérations de tumorectomie, de mastectomie sur la chaîne YouTube d'Image et Santé, et c'est méga intéressant. Donc voilà. Et comme je disais, il y a plein d'autres profs. Il y a Monsieur Lefebvre qui a fait une stapédotomie, et on a aussi des chirurgies d'ophtalmo qui sont intéressantes à voir. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur ce que j'ai dit. Comme sur le truc d'avant, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre ce que je dis, parce que parfois je fais des petites erreurs, et comme vous voyez, même moi, des fois, j'ai du mal à me relire. Donc je ne dis pas forcément les bonnes choses tout le temps, mais c'est plus pour revoir un peu ensemble la matière. Donc voilà. Moi j'avais une remarque. Enfin, déjà, Ouais, merci beaucoup pour la révision, c'était chouette. Et avec ce serait plaisir. peut-être de revoir les critères d'admission pour les centres de grands brûlés, parce que j'ai vu qu'il Ouais, a déjà demandé ça dans les QCM. ouais. Bah, je vais repartager mon écran. En fait, ça va être assez rapide. Euh, Tac. En fait, j'ai partagé l'écran avec l'audio. Hop.
J'ai fait un screen de la ça. Donc, hop. En fait, c'est ça les critères d'admission aux patients des grands brûlés. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très précis dans le sens, enfin, les enfants, il met pas une limite d'âge, mais par contre, bah, on voit, je peux peut-être modifier, mais qu'en gros, en fonction de l'âge de l'enfant, de la surface brûlée, bah, il sera plus ou moins admissible. Donc, il faut essayer de retenir malheureusement ces chiffres plus ou moins par cœur, mais en gros, c'est les premiers trucs à voir qui sont là. Hop, tac. Voilà. En gros, si on a un adulte qui a une surface brûlée de 20%, de plus de 20%, pardon, oups, trop gros. De plus de 20%, il sera d'office admis. Si c'est plus de 10% avec des brûlures profondes, type second degré profond ou troisième degré, il sera admis. Et si c'est moins de 10%, mais qu'il y a des critères de gravité, et voilà tous les critères de gravité, en gros, après, ce sera un peu au feeling pour moi, parce que je ne suis pas sûr que je vais m'embêter à tout retenir. Mais s'il y a moins de 10%, mais qu'ils te disent que bah, l'inhalation de fumée, par exemple, avec le score pronostic de Beau, on sait qu'on rajoute 17 points, donc on sait que c'est quand même un facteur assez chaud. Si c'est un polytrauma, bah, même chose. Tu sais que c'est grave, tu vas pas le dire, bah non, non, si vous faites un polytrauma, bah, vous allez juste en soins ortho et ça suffira alors qu'il est brûlé. Patient de 70 ans, bah, pareil. Et s'il y a des zones à risque fonctionnel, comme ils mettent, bah, on sait que si c'est des brûlures de la face, de la main et tout ça, bah, c'est plus à risque. Le périnée, j'aurais peut-être moins misé dessus, mais forcément, ça demande des traitements assez particuliers. Et du coup, les enfants bah, de moins de 5 ans avec une surface de plus de 5% et ou des brûlures profondes. Donc voilà. Et s'il y a plus, au moins 10% de brûlés chez les plus de 5 ans, et chez les plus de 5 ans, si la surface brûlée est moins de 10%, elle a les mêmes critères de gravité que les adultes. Donc, à part ce critère-là, j'imagine, le dernier. Mais sinon, ouais, ça fait beaucoup de critères, mais il ne faut pas oublier aussi, du coup, mais je ne pense pas que ce sera une question ouverte, hein, mais, comment dire, les différents types de patients que j'ai évoqués, que ce soit le syndrome de l'aïeul, la fascite nécrosante et la gangrène de Fournier, et le dernier, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, non, voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou quoi? Et merci Sarah pour cette remarque. Moi, c'était sur la fasciite nécrosante. Enfin, en fait, je pense Ouais, que tu fait une synthèse. Je pense que c'était pas avec le cours parce que j'avais dû le louper. Et du coup, ouais. j'avais pas noté exactement ça et tout. Du coup, je suis un peu perdu, mais enfin, Ben, ta prise en charge avait l'air pas mal, mais du coup, mais en fait, c'est les dernières dias du cours. Moi aussi, en fait, tu vois, dans la fascite nécrosante, on a plein d'infos sur ce que c'est, tout ça, machin. Mais je trouve que ça manque, et pas que dans ce cours-là, mais d'un truc vraiment carré de. Enfin, un peu comme les algorithmes, parfois c'est chiant, mais parfois ça cadre un peu ta réflexion. Mais là, tu vois, de dire, bah, point 1, tu l'identifies, machin, point 2, tu fais ça. C'est dans les dernières diapos, c'était clairement indiqué la marche à suivre, quoi. Donc, si justement tu es un peu perdu, et c'était mon cas, je l'ai repris comme ça avec les dias, comme ça, s'il y a une question ouverte, bah, je sais exactement structurer ma pensée, ma réponse, quoi. OK, OK, donc il y avait vraiment tout, genre même les antibiotiques, tout, je sais que j'avais pas les mêmes, Je heu, crois, faire la ouais, bio, à quel moment, franchement, je le pense pas que je l'ai sorti de mon chapeau, donc ce que je fais moi souvent, c'est que je prends des notes et je reprends les diapos des profs, à l'écrit pour faire ces petites synthèses-là que vous voyez, et je pense que ouais, c'était tout indiqué, comme ça, et si tu trouves pas, tu peux m'envoyer un message et je chercherai, mais à mon avis, c'est sur les dernières dias du cours de la FOCIT. OK, super, merci. Si jamais, ce qui peut être intéressant au niveau de tout ce qui est antibiothérapie, il y a Ouais. l'antibioguide du réseau Ellipse et moi, en fait, à chaque fois, je me base, sur le diapo plus ça pour avoir des données un peu plus, actuelles. OK, et tu Enfin, dirais que ça il te insistait sert beaucoup sur la clindamycine. pour, la fasciite nécrosante? Oui, pour, l'effet, OK. antitoxine contre, Ouais, le streptocoque. OK, stylé, et c'est surtout pour ça, ou tous les cours où il y a de l'antibiothérapie, tu utilises ça? Bah, en général, oui, je l'utilise pour quasi tous, mais, certains profs insistent, pour avoir, leurs données. Genre, en ORL, j'ai été voir, c'est pas du tout, ce qui est recommandé, ce que lui, nous dit de faire, mais
OK. Après je préfère, faire ce que dit Lefebvre. Ouais, tu raison. Ouais, moi j'ai découvert aussi, mais ça c'est sur le site du C'est Réseau CHU. Ellipse, voilà. Mais sinon, moi j'ai les antibioguides aussi du CHU. J'ai découvert qu'il y avait pour toute la chirurgie, en fonction des opérations, bah, ils te mettent est-ce qu'il y a une antibioprophylaxie à faire et tout ça, mais c'est plus si quand on aura des stages ou tout ça que ce sera utile. Mais ouais, je sais qu'il y a des antibioguides un peu partout et il y en a aussi. Pripia nous avait montré des diapos d'introduction de certains trucs sur l'antibioguide du CHU fait par le service, quoi. Donc ça peut être aussi. Donc voilà. Ah ouais, il y a Yacine qui a mis le lien du coup du réseau Ellipse. Merci bien. Est-ce qu'il y en a il y a d'autres remarques, quoi? Est-ce que vous survivez à l'étude? Alors que c'est que le début? S'il y a rien d'autre, on se dit, à demain et bon courage à tous. Merci, bon courage.